Bonsoir à toutes et à tous. Euh, j'ai préparé un petit document à vous présenter. C'est assez particulier cette présentation, hein. Vous l'aurez compris, hein. J'ai décidé justement en fait de la faire sur Zoom. Et je pense que dans les semaines à venir, j'aurai l'occasion peut-être d'organiser des dédicaces physiques en fonction de la demande à Lyon, à Paris et pourquoi pas ailleurs, dans d'autres pays où c'est ambitieux, mais bon, on verra dans les semaines et mois à venir. On va passer 1 heure ensemble. Je présenterai le livre euh, en 30 minutes, mais après on aura un temps pour échanger s'il y a des questions, pour essayer d'échanger. Pour ceux qui ne le savent pas, les échanges ont déjà commencé puisqu'il y a un groupe WhatsApp qui a été mis en place à l'occasion de la sortie du livre. Alors pour cette présentation, j'ai préparé un petit sommaire classique pour nous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Donc, allez, j'espère que vous m'entendez tous et que vous voyez l'écran partagé. Je suis vraiment heureux de vous retrouver ici pour ce moment particulier, hein. Je l'ai dit, j'ai déjà échangé avec pas mal d'entre vous. C'est un moment particulier pour moi parce qu'il s'agit en fait de vous présenter mon nouveau livre qui porte sur les trajectoires migratoires guinéennes au-delà des chiffres. Avant de commencer, je tiens à remercier chacun d'entre vous et en particulier les membres de la communauté et où je vais dire du groupe WhatsApp qui a été créé à l'occasion de la sortie du livre. Je souligne que ce groupe est une communauté. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une communauté qui est composée de personnes aux ressources de différentes nationalités. Il n'y a pas que des Guinéens. Il y a d'autres nationalités qui se retrouvent dans ce groupe. Cette communauté est composée de personnes aux ressources. Donc, c'est des personnes qui ont un parcours euh, riche et varié. Et donc, ce livre, c'est avant tout un objectif collectif, hein. Raison pour laquelle j'ai décidé de créer cette communauté, ce groupe, ça, où on peut échanger ou partager nos idées, nos réflexions. Également, c'est pour aussi en fait partager des expériences personnelles. Donc, alors, un grand merci pour votre présence et pour ce que vous représentez dans ce parcours. Avant de commencer, c'est assez marrant, hein. Je vais vous poser une petite question un peu bizarre. Écoutez bien. Selon vous, quel est le meilleur moment ou le plus grand plaisir qu'une personne puisse vivre quand elle n'est pas chez elle? Je vais reprendre en fait la question parce qu'elle est assez bizarre. Quel est le meilleur moment ou le plus grand plaisir qu'une personne puisse vivre quand elle n'est pas chez elle? J'espère que vous avez bien compris la question. Je vous laisse réfléchir et garder vos réponses. Je continue la présentation avec les chiffres. C'est assez marrant de vous parler de chiffres. Je commence avec ma présentation. En tout cas, je commence cette présentation par des chiffres, alors que le livre s'appelle Au-delà des chiffres. C'est les trajectoires migratoires guinéennes au-delà des chiffres. Et là, pour démarrer la présentation, moi, je vous présente des chiffres. Euh, c'est contradictoire, c'est assez bizarre. Mais pourquoi il est important de revenir un peu sur les chiffres, qu'on peut bien se poser la question pourquoi dans cette présentation, je vous présente le chiffre. Alors, c'est parce qu'on ne peut pas les ignorer. Ces chiffres, en fait, qu'on voit, on ne peut pas les ignorer. Dans tous les rapports institutionnels ou associatifs, la Guinée figure, je parle bien de la Guinée figure en haut de la liste des pays d'origine des migrants en Europe. On nous montre des pourcentages, des classements et des comparaisons. Alors, si vous regardez bien le slide, vous avez et, deux types de chiffres en fait que j'ai trouvé dans le rapport de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides en France. C'est l'établissement, en tout cas administratif, qui est chargé de gérer les demandes d'asile en France. Et donc, vous voyez bien euh, sur la partie gauche en fait vous avez le top 5
des premières demandes d'asile en France. Dans le top 5, vous avez la Guinée qui est classée troisième, avec 10 327 personnes qui ont déposé leur demande d'asile en France. Le rapport qui est sorti en 2024 et il est disponible en ligne, c'est vérifiable. Le premier pays dans le top 5, c'est l'Afghanistan. Je pense que certains parmi vous connaissent la réalité en Afghanistan, l'histoire de ce pays avec la guerre. Le deuxième pays, c'est l'Ukraine, qui aussi voilà, confronté à des problèmes, à une crise ou à la guerre depuis plusieurs années. Et le troisième pays, c'est la Guinée, et après qui est suivi par la République du Congo. C'est ce qui se passe au Congo aussi. C'est un pays qui est confronté à des crises depuis plusieurs années. Et le cinquième pays, c'est la Côte d'Ivoire qui a vécu plusieurs conflits à l'interne. Vous voyez bien justement, Guinée arrive quand même dans le top 5 des pays voilà, des pays d'origine de demandeurs d'asile en France. Et à droite de la présentation, vous voyez le top 5 des pays africains. Et du coup, là, sans surprise, vous avez la Guinée qui est le premier dans le classement, avec 11 300 demandes d'asile déposées. La République démocratique du Congo, la RDC. Donc, ces statistiques sont très parlantes. Toujours dans cette démarche, en tout cas, de vous montrer ce qu'on a dans les rapports et en tout cas dans les rapports institutionnels ou associatifs, je me suis amusé à faire une enquête. C'était en 2023. De 2023, j'ai décidé de faire une petite enquête. L'idée, ce n'était pas en fait de prendre ces statistiques pour les inclure, en tout cas les mettre dans le livre. C'était pour avoir c'était avoir en tout cas avoir le vécu des Guinéens qui partent du pays pour vivre à l'étranger. Et donc j'ai lancé une petite enquête et je vous présente les résultats. Je pense que certains parmi vous, si vous vous rappelez bien, en 2023, j'avais partagé un Google Form. J'ai demandé à pas mal de personnes en fait de remplir, de répondre. En tout cas, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont actuellement dans le groupe WhatsApp qui l'avaient fait et je les salue. Et donc, pour vous présenter rapidement, c'est les résultats en tout cas de cette enquête que j'ai moi-même euh, menée. Et vous voyez bien le questionnaire visait à collecter des données sur l'expérience des migrants guinéens en Europe. Et j'ai commencé par l'âge moyen des personnes qui vivent ou qui ont une expérience migratoire en Europe. À gauche, vous voyez l'âge des personnes qui ont pu répondre au questionnaire. La moitié entre 25 et 34 ans. C'est pour vous dire que voilà, la migration guinéenne, donc plus de 50% qui ont entre 25 et 34 ans. Et puis après, vous avez entre 35 et 44 ans. Là, vous savez bien, à 35 ans, en Guinée, on estime que voilà, on est toujours dans cette tranche en fait de jeunesse. Et après, vous avez les 18-24 ans. Il y a beaucoup de mineurs en Europe. On en parlera. Et si vous prenez le livre, vous verrez la question en fait des mineurs non accompagnés qu'on appelle MNA en Europe. Et pour aller plus vite, à droite, vous avez les pays de résidence des personnes en tout cas qui ont répondu au formulaire ou au questionnaire. On a la France qui vient en première position, mais il faut noter que voilà, il y a énormément de Guinéens en France, en Allemagne, en Belgique et en Suisse. Sur les principales raisons, on a des personnes en fait qui partent pour les études, notamment faire des études en Europe, et d'autres partent pour le travail, et d'autres encore ça par le biais de la réunification familiale ou le regroupement familial. Et puis après, voilà, vous avez tout ce qui est fuite de conflit ou de persécution. Et dans le livre, j'ai parlé de cette question.
euh, la demande d'asile. Pourquoi les Guinéens fuient leur pays? Quelles sont les causes principales qui poussent les Guinéens à fuir? Le premier chapitre en fait du livre traite de ces pressions politiques en fait et économiques qui poussent beaucoup à fuir le pays, sachant que comme on l'a vu, la Guinée n'est pas en guerre. Le mode de voyage, il est très très important parce qu'en fait dans le livre, dans le chapitre 3 où j'ai traité et le voyage en fait des Guinéens qui partent. Donc il y a différents modes de voyage. Et donc c'était important aussi de voir, d'avoir en fait le retour de certaines personnes qui ont vécu ça. Et donc il y a une voie, la voie la plus connue et qui n'est, qui est, et d'ailleurs en fait pas très souvent comprise, c'est la voie aérienne en fait. Parce que parfois quand on parle de migration, beaucoup pensent que voilà, la plupart en tout cas c'est la voie maritime, la voie terrestre, alors qu'il y a la voie aérienne aussi qui existe, même si on sait bien que voilà, c'est pas à la portée de tous tous les candidats au voyage ou à la migration. Donc, et pour continuer sur les résultats, on a aussi la durée de résidence en Europe. Je vous laisse regarder le statut juridique on veut dire, des personnes qui ont pu répondre à ce formulaire. On a plus de 90% en fait qui sont en situation régulière, qui ont un visa de séjour ou qui ont la citoyenneté européenne. Alors, il y a une autre catégorie qui est aussi importante, j'en ai parlé dans le livre, c'est la situation des personnes qui sont en situation irrégulière. Alors, dans les médias, on les appelle les sans-papiers. Et moi, étant juriste, je préfère parler de personnes en situation irrégulière parce que voilà, je suis pas sûr qu'il y ait une personne dans ce monde qui n'a pas de papier. Et puis après, voilà, vous avez des personnes qui sont en procédure d'asile, qui viennent justement en fait pour être protégées en Europe. Et c'est une grosse catégorie de Guinéens en Europe. D'ailleurs, en fait, vous avez vu le rapport que je vous ai présenté au tout début de ces chiffres. C'est le rapport de l'OFPRA, l'institution qui est chargée de gérer les demandes d'asile en France. Autre catégorie de Guinéens qui ont la citoyenneté européenne, qui ont la nationalité de tel ou tel pays. Je connais beaucoup de personnes qui rentrent dans cette catégorie. Ce qui m'a aussi poussé à parler voilà, de la naturalisation, par exemple en France, comment on peut être citoyen français, quel est le process à suivre et quels sont les défis liés à ce processus en fait de naturalisation. Donc, dans le livre, vous découvrirez tout ça. Et pour finir sur les chiffres, je pense que les documents d'identité aussi, parce que c'est une vraie problématique. Donc, je me suis amusé à poser une question liée aux documents d'identité que détiennent les Guinéens qui vivent en Europe. Vous avez plus de 70% qui vous disent qu'ils ont le passeport guinéen. Alors, en réalité, c'est pas toujours le cas. Je pense qu'il y a beaucoup de Guinéens qui nous suivent et qui ont- ils confirmeront les difficultés pour avoir un document d'identité, notamment le passeport. Un peu plus de 20% qui nous disent qu'ils ont juste en fait une carte consulaire. L'autre catégorie, plus de 20% nous disent qu'ils n'ont aucun document. Quel lien avec la Guinée? C'est très problématique. Il y a une autre catégorie qui nous disent qu'ils ont juste en fait le permis de conduire. Je pense aux étudiants qui arrivent avec des permis de conduire. Les grands défis rencontrés, les répondants, voilà, nous disent que voilà, qu'ils ont rencontré des défis liés à l'intégration sociale, l'intégration professionnelle, notamment trouver du travail. Plus de 40% nous disent que voilà, leur plus grand défi, c'est vraiment comment trouver du travail. La langue aussi. Là, on parle français parce qu'on est un pays francophone. La Guinée est un pays francophone. Et moi qui vous parle, je vis en France. Et certains parmi vous aussi vivent en France. Et la question de la langue ne se pose pas beaucoup. Mais il y a d'autres personnes, d'autres migrants, d'autres types de migrants qui arrivent ici, qui ne parlent pas la langue. Et c'est vraiment un défi, un vrai défi. Il y a d'autres pays dans lesquels, en tout cas, il y a beaucoup d'autres migrants guinéens. Donc, je pense à l'Allemagne, où on a le Dutch. Et on pense à la Suisse qui a deux langues, à la Belgique qui a deux langues. Et dans le livre, vous verrez tout ça en fait. Après, vous avez
le plus grand taux qui est de plus de 60% qui nous disent, voilà, leur plus grand défi, c'est les démarches juridiques ou administratives en Europe. Alors, quand on parle de démarches juridiques ou administratives, on parle, voilà, on pense à directement avoir un titre de séjour, avoir la citoyenneté. Et dans le livre, j'ai analysé et présenté cette question liée à, à la situation administrative des Guinéens en Europe. Et je donnais un exemple du cas français que je connais bien, comment les Guinéens arrivent à faire face aux procédures d'asile, comment ils font face, surtout pour les étudiants, comment ils font face aux défis liés à l'obtention de leur titre de séjour, et aux personnes aussi qui se retrouvent en situation irrégulière, les personnes qu'on appelle sans papier, entre guillemets, dans les médias. Comment ils peuvent espérer d'avoir une régularisation de leur situation à travers l'admission exceptionnelle au titre de séjour qui existe en France, qui est à ses lieux, mais qui voilà, présente beaucoup de difficultés. Donc, vous verrez tout ça dans le livre et je vous invite à le découvrir. J'ai pris beaucoup de temps sur les chiffres, mais il était important de vous présenter cette enquête. Et puis après, voilà, si vous êtes intéressé, je vous enverrai la présentation. Juste une dernière chose sur les chiffres. Vous voyez bien sur l'intention de retour en Guinée des membres de la diaspora en Europe. Vous avez plus de 80% qui vous disent qu'ils ont l'intention en fait de retour en Guinée. Cette question aussi est abordée dans le livre. C'est là le chapitre 7 où je parle du lien que les Guinéens de la diaspora ont avec la Guinée. Ça parle de la famille, ça parle de vie communautaire, qu'est-ce qu'on fait en termes de transfert de fonds et toute cette relation, tous les défis et tous les problèmes que les membres de la diaspora rencontrent, les pressions sociales, les pressions communautaires, les charges qu'on a à l'étranger. Donc, vous verrez tout ça dans le livre. Beaucoup ont l'intention de rentrer dans le pays. Puis voilà, une petite partie vous dit non. Il y a d'autres personnes qui vous disent non, qui sont dans l'incertitude encore, parce que la réalité du pays est- est incertaine. Est-ce que vous avez des questions ou avant de continuer, dans le chat, si vous voulez? Ok, je regarde juste le chat. Ok. Ben, on continue. Alors, le constat du départ. Mon point de départ, c'est d'abord un constat personnel. En tant que Guinéen, j'ai grandi avec ces récits migratoires autour de moi. J'ai vu des proches qui partent, d'autres qui reviennent, et certains qui réussissent et d'autres qui échouent aussi, hein. Certains parmi vous, peut-être l'ont vécu aussi. Ensuite, il y a mon constat professionnel. En tant que juriste dans une organisation humanitaire, je suis régulièrement confronté aux réalités de la migration. Raison pour laquelle j'ai décidé de traiter cette question. On nous parle souvent de chiffres qu'on retrouve dans les rapports et surtout les personnes, leurs histoires, les situations parfois très dures. Enfin, une analyse empirique s'impose, puisque je vous ai présenté une enquête que j'ai menée. Donc, j'ai essayé en fait, de faire une analyse empirique, c'est-à-dire quand on essaie de croiser ces vécus personnels et professionnels avec les données disponibles, les données qu'on a vues, euh, on comprend que la migration guinéenne est portée par un mélange de quoi? Un mélange de pression politique, de pression économique et de pression sociale. Ce n'est pas un simple choix individuel. C'est ce que j'ai compris dans voilà, toutes ces années. Je me suis mis à réfléchir sur cette thématique. J'ai compris que c'est vraiment un phénomène profond et structuré. Les rapports officiels parlent surtout de chiffres, des milliers de départs, des statistiques, des classements, où la Guinée revient souvent en haut de la liste. On l'a vu dans le rapport, c'était les chiffres que je vous ai présentés. On peut dire que les pays d'accueil, c'est bien normal parce que c'est ce qui leur permet de s'organiser, de faire face à ce flux migratoire. Parce il faut le dire, ces pays d'accueil aussi sont confrontés à ce flux migratoire. Donc, pour pouvoir gérer ce flux migratoire, il leur faut de statistiques, de chiffres. C'est important de prendre en compte ces statistiques, ces données, ces rapports. Mais au-delà de ces chiffres, il y a autre chose qu'on parfois ignore ou parfois parce que les statistiques ou les données en fait ont pris le dessus et surtout dans les médias. Il y a autre chose.
Il y a l'humain. C'est très, très important. Il y a l'humain, c'est-à-dire le Guinéen, l'Africain ou qui partent aux États-Unis, qui arrivent en Europe. Ce sont des personnes qui sont parfois très isolées, des familles qui se retrouvent avec des enfants sans perspective, sans situation. Vous avez tous vu, vous avez tous rencontré des familles qui arrivent avec des enfants dans des grandes difficultés. Et toutes ces personnes viennent avec, ils portent en fait des histoires. Donc, ils viennent avec des histoires. Quand on parle de ce choix, en tout cas des choix, on parle dans une perspective de changer sa vie, d'avoir une vie meilleure ailleurs. Mais c'est aussi en fait des parcours en tout cas qui sont marqués par des défis qui sont immenses. Les obstacles administratifs. Je parlais tantôt en fait de la situation administrative ou juridique des personnes qui arrivent ici. Et dans le livre, j'ai traité cette question des obstacles administratifs. Comment on obtient un titre de séjour? Comment on, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les démarches à faire pour être protégé, pour avoir le statut de réfugié pour ceux qui fuient les persécutions, qui fuient le pays? Il y a aussi les défis qui sont liés au voyage. Donc, c'est d'ailleurs le troisième chapitre qui traite de ça. Les défis, il y en a qui prennent l'avion, d'autres qui prennent la route. Vous connaissez tous en tout cas euh, ce qui se passe aujourd'hui, les défis auxquels sont confrontés les migrants qui partent d'un pays à un autre jusqu'en Europe, en fait, en passant par la Méditerranée, etc. Il y a aussi les chocs culturels, hein. On arrive dans un pays où on n'a pas les bons codes, on n'a pas la même culture, donc c'est vraiment pas évident. Et puis après, ce qui est très très important, ignoré surtout de certaines sociétés africaines, c'est les épreuves émotionnelles ou mentales. La question de la santé mentale est très importante pour les migrants qui font face à la migration. J'ai voulu aller au-delà de ces chiffres pour me redonner une place aux témoignages et aux expériences vécues. Avec ce livre, j'ai voulu atteindre trois grands objectifs. Quels sont ces objectifs? Dans le livre, vous le verrez, c'est un cheminement, c'est un parcours, c'est une trajectoire. Vous avez vu le titre, une trajectoire. On parle de, de l'idée de partir en fait du point de départ. Qu'est-ce qui pousse? Quelles sont les causes? Et puis après, voilà, on fait le cheminement, on voit, voilà, les différents parcours, parce qu'on n'a pas tous les mêmes parcours. Les trajectoires, elles sont variées et vous le verrez dans le livre. Et le premier objectif, c'est informer les futurs migrants. Parce qu'on sait bien qu'il y a encore des jeunes, des personnes qui nourrissent le rêve de partir, qui nourrissent l'idée, voilà, de partir. C'est d'informer les futurs migrants qui sont encore en Guinée, leur donner une idée claire des réalités qui les attendent en Europe, notamment. Il peut s'agir de parler des opportunités, c'est abordé dans le livre, j'ai parlé d'opportunités qu'on peut tant, mais aussi les difficultés et les dangers. Ensuite, interpeller les autorités parce qu'il y a des responsabilités à assumer. Ils ont la responsabilité de protéger les citoyens, de créer des conditions de vie dignes, offrir des perspectives en Guinée, pour que le départ ne soit pas perçu comme la seule option. Enfin, mettre en lumière les parcours, ceux qui se soldent parfois par des échecs douloureux, mais aussi ceux qui aboutissent à des réussites, parce que la migration, c'est pas que voilà, des échecs, c'est parce qu'on entend dans les médias, hein. D'ailleurs, dans le livre, j'ai abordé cette question. J'ai mis en lumière les réussites qu'on a en Europe, des personnes qui viennent pour des études qui réussissent, même certains qui ne viennent pas pour les études, mais qui arrivent à réussir, qui finissent des études, qui font des grandes études et qui travaillent. L'objectif au-delà de tout ça, c'est vraiment donner une vision équilibrée, ni idéalisée, ni catastrophiste, mais la plus proche possible de la réalité. On va parler un peu voilà, du message qui est derrière ce livre. Ce livre n'est pas un cri de désespoir, mais c'est un message d'équilibre et d'espoir. C'est vraiment pas un cri de désespoir, ce qu'on entend en tout cas dans les médias. Il y a tant de migrants, il y a tant de personnes qui partent, et tant d'arrivées qu'il faut comprendre que c'est vraiment pas un cri de désespoir, c'est un message d'équilibre et d'espoir. J'y parle des difficultés, certes, des obstacles et des souffrances, mais aussi des possibilités, des opportunités et des réussites des Guinéens qui sont
qui sont concernés par la migration. Alors, la migration ne doit pas être vue uniquement comme une fatalité, ni comme une malédiction. Elle peut être aussi un choix de vie, une stratégie, parfois une réussite. Vous le verrez dans le livre. Mon but est de montrer que la migration, c'est des rêves, c'est des projets, des sacrifices et souvent beaucoup de courage. Il faut mettre en lumière tout ça. Parce que c'est des personnes qui subissent beaucoup la pression familiale, la pression communautaire et puis les défis liés à leur vie professionnelle au quotidien et comment on s'intègre dans un pays où on n'a pas les bons codes. C'est tant de défis auxquels, en tout cas, ils font face. C'est important de mettre ça en lumière. Pour conclure, ce livre rassemble plusieurs dimensions, hein. Vous le verrez en le lisant et on aura l'occasion, j'espère, d'en parler ou d'en discuter ensemble. Et le livre, il donne la parole à des témoignages, parfois difficiles, mais toujours authentiques. Il invite aussi à des réflexions qui permettent d'ouvrir un petit peu le débat. Donc, sur ces réflexions sont sur nos choix, nos responsabilités et nos sociétés. Et quand on dit nos sociétés, je parle bien des sociétés la société de départ qui est la Guinée et les sociétés d'accueil. Et dans les sociétés d'accueil, on a plusieurs pays où on a des Guinéens. Donc, j'ai cité la France, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, les Pays-Bas, le Portugal et l'Italie. C'est des pays européens où on a beaucoup de Guinéens. Ce livre, il lance aussi des alertes en soulignant les dangers et les manquements. Et il est important de mettre en avant les dangers auxquels font face les migrants. Mais il partage aussi des réflexions ou des récits inspirants et propose des pistes de solutions. Et mon souhait, c'est que ce livre le débat. J'espère qu'il le fera. Avec cette présentation, je pense qu'en tout cas à la fin, on aura un débat, que ce soit aujourd'hui ou après. Mon souhait, c'est qu'il suscite des échanges, qu'il contribue, même modestement, à améliorer la manière dont on comprend et dont on vit la migration. Et in fine, ce n'est pas un livre pour juger ou avoir les préjugés, mais c'est un livre pour comprendre, questionner et construire ensemble. Avant de passer à la dernière partie que j'ai consacrée aux échanges, je vais revenir sur la question. Vous vous rappelez de la question de tout à l'heure? Je ne l'ai pas oubliée, je l'ai notée à la fin. Je reviens sur la question. Je vous ai posé une drôle de question, hein. Quel est le meilleur moment qu'une personne puisse vivre quand elle n'est pas chez elle? Je répète la question. Quel est le meilleur moment qu'une personne puisse vivre quand elle n'est pas chez elle? Donc, j'espère que vous avez bien pris le temps de réfléchir un peu à la question, même si on a parlé pas mal de chiffres. Peut-être ça a embrouillé un peu certains parmi vous. J'espère que vous suivez. Oui, Très bien. oui. Monsieur So Boubacar, merci Euh, d'être présent. Merci beaucoup. Je suis très sincèrement désolé. Vous savez, avec les histoires de localisation, Oui, l'identité numérique, je ne suis pas en Suisse, je suis en Norvège. vous me l'avez dit, oui, Et c'est ça. j'ai essayé vraiment de me connecter. C'est comme si ce n'est pas la même personne. C'est fou, quoi, ce que j'ai trouvé ici. Ah, ouais. Parce que, vous savez, la Suisse n'est pas dans l'Union Oui, européenne. d'accord, oui. Et tout ce qui est identité numérique, ça pose un véritable problème. Même sur mes applications ou autres, quand je viens ici, ça, tout bascule. C'est comme si je dois recréer, comme quelqu'un qui habite en Norvège, pour avoir accès à mes applications. C'est fou, mais c'était juste entre parenthèses. Alors, je m'excuse très sincèrement. Je voulais Non, être là au tout début, mais voilà. Je suis parvenu finalement à faire les gymnastiques qu'il faut pour pouvoir être là. non, mais ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci Voilà. beaucoup d'être présent. D'ailleurs, vous êtes voilà, l'une des personnes qui sont dans le groupe. Et merci pour votre présence. Merci pour la Merci. commande aussi du livre. Et Merci. on aura l'occasion d'échanger ensemble et il n'y a pas de souci. La présentation, elle est enregistrée. Donc voilà, je vous partagerai ce qui a été dit au tout début. Si vous avez des questions, on pourra échanger plus tard. Merci. Oui, moi, cette question, Vas-y. je n'ai pas suivi tout le processus.
Vous savez, quand une question est posée, ce qui vous vient en tête, parce que c'est une expérience qu'on a vécue, c'est des moments de notre vie qu'on a traversés. Mais je ne dis pas, je donne exactement parce que je ne connais pas le contexte de la question. Comme on dit, sa question doit avoir sa valeur. Donc, je ne sais pas ce qui sous-tend cette question. À chaud, moi, j'ai dit, c'est drôle parce que ça me rappelle des histoires que quand on est ailleurs, le seul moment où on a du plaisir, c'est lorsqu'on est au téléphone, parler avec le pays de départ. Et j'étais avec une fois des compatriotes, ils parlaient, et puis avec quelqu'un de mon pays d'adoption, la Suisse. C'est un Suisse qui nous disait, mais vous êtes à la fois d'ici et d'ailleurs, vous êtes à la fois ici et ailleurs. Comment voulez-vous avoir le corps ici et l'esprit ailleurs et espérer vous construire ici? Alors c'est une question qui m'est toujours restée en tête. Et nous, les Africains de l'Ouest, en l'occurrence, c'est encore plus marqué. On était souvent avec des gens de l'Afrique centrale et tout, qui se moquaient notamment des Guinéens, des Sénégalais, des Maliens, qui disent, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la chose de son contraire. Vous avez fui la misère, les difficultés de vos pays respectifs et vous venez là, mais à la seconde près, vous êtes toujours au téléphone en train de parler des problèmes qu'il y a là-bas. Alors là, rentrez si vous ne pouvez pas quitter votre pays. Ça, c'est l'exemple de l'Afrique centrale. Il y a des gens qui donnaient des exemples là, mais moi et ma famille, je peux faire 4 mois, 5 mois, je ne parle pas avec parce que j'ai envie de marquer la rupture, j'ai envie de vivre ma vie ici, mais reconstruire et oublier les problèmes qui sont en Afrique. Alors, c'est le contraire, nous, les Africains de l'Ouest notamment. Et ça, c'est resté très vivant dans ma tête. Le fait d'être à la fois d'ici et d'ailleurs, le fait d'avoir le corps dans un pays et l'esprit dans un autre, là, c'est la Guinée en l'occurrence. Ça, votre question m'a rappelé ça. Ce n'est pas exactement c'est ça, mais ça m'a vraiment rappelé, j'ai souri juste, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur So. C'est très frappant et je pense que tout le monde se reconnaît, hein. Ceux qui sont à l'étranger, on se reconnaît dans ce qui a été dit par Monsieur So. Et c'est logique, quoi. Je pense que surtout avec le numérique aujourd'hui, Ah, plein de personnes. Mais après, on se dit, voilà, fil c'est rouge, la c'est vie. le lien, c'est le cordon ombilical. Exactement. C'est ce qui nous permet de tenir et de faire face, en fait, à tous ces défis dont je parlais tout à l'heure. En fait, et dans le livre, c'est bien abordé, en tout cas. Ces défis, en Ok. fait, auxquels on rencontre, auxquels on fait face, en tout cas, quand on vit à l'étranger. Et surtout, pour ceux qui se retrouvent dans des situations très compliquées, dans des Oui, situations administratives et juridiques incertaines. oui, oui. C'est une autre manière pour moi-même de gérer, aller ailleurs pour chercher des pistes ou en tout cas des ressources afin de pouvoir tenir et gérer le quotidien. Alors que l'ailleurs, là où on va pour chercher justement ces ressources pour gérer le quotidien, ce qu'on reçoit là-bas n'a rien à voir avec le quotidien qu'on vit, mais c'est comme si c'est une façon de se ressourcer, de se dynamiser davantage, d'avoir quelque chose de, entre guillemets, de positif, encore que si on appelle chez nous, on n'a pas toujours des choses positives. Mais le quotidien est tellement difficile, dur, que parfois tu es tenté de faire une sorte de diversion et écouter les anciens amis, les parents, la famille, pour revenir encore de nouveau, faire face au quotidien. Et c'est d'ailleurs en fait l'une des parties en fait très marquantes en fait du livre en fait que j'ai traité, c'est-à-dire les liens qu'on a avec le pays d'origine, les Mm. liens qu'on a avec la Guinée Oui. et comment on vit en étant à l'étranger. Et je parle de cordon numérique qu'on n'arrive pas à couper et qui est actif et c'est tant mieux. On dit chez nous vulgairement, en bon pulaar, goɗɗo majji o tuma o yejjiti ka o yiwi ton. Merci beaucoup, Monsieur So, c'est à toi. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaiterait pour rebondir ou je passe peut-être, voilà, parce que j'ai une anecdote en tout cas à vous raconter. Bon, je pense que le temps file, mais on aura la partie questions-réponses aussi. Je vais vous raconter une petite anecdote euh, liée à cette question que j'ai posée au tout début de la présentation. Alors, Kaloum, ça vous parle? C'est sûr qu'il y a des personnes qui ne sont pas guinéennes. Comme je l'ai dit tantôt, en fait, on est de plusieurs nationalités.
ici, avec des parcours riches et variés. Alors, Kaloum, en ville, il y en a qui disent en ville, Saré, Mhm. Takoui, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est l'opposé un peu de la banlieue à Conakry. C'est là où c'est là où on décide de tout en fait pour le pays, quoi. C'est là où on rencontre toutes sortes de personnes. Et quand on te dit que je vais en ville, le Midoya des Sarres et ou Takoui, donc comprenez bien que c'est vraiment l'endroit, c'est le milieu des affaires, le milieu administratif où on a toutes les institutions du pays. Et c'est ça, je pense qu'ils sont en train de décentraliser maintenant. Donc, je vous disais qu'à Kaloum, où j'ai vécu d'ailleurs en fait pendant un peu plus de 10 ans, un vieux a posé exactement cette question dans plusieurs personnes. C'est pas une question en fait qui vient de moi, c'est une question qui a été posée par un vieux monsieur en fait qui venait souvent, voilà, qui était à la retraite, mais qui venait souvent à Kaloum, voilà, parler à des personnes. Nous qui étions là, et chacun essayait de donner sa réponse. Et certains disaient que c'est, pour répondre à la question, c'est quand tu rencontres quelqu'un que tu connais ou quand tu rencontres ton amour. D'autres disaient que c'est quand tu trouves de quoi manger quand t'as très faim. Il y en a même qui sont allés très loin en parlant de, entre guillemets, de faire l'amour. Alors, je passe. Mais personne ne trouvait la bonne réponse selon lui, selon en tout cas le monsieur. Et du coup, le monsieur a dit, le meilleur moment, c'est quand tu es loin, loin de chez toi, que tu as une diarrhée qui te prend en pleine rue, qu'il n'y a pas de toilette publique, que tu transpires et que tu désespères. Puis, soudain, une personne inconnue t'ouvre sa porte et te propose une toilette. Il dit, le vrai bonheur, c'est quand tu peux enfin respirer dans ces toilettes. Ça peut faire sourire. Mais cette image résume aussi d'une certaine façon le parcours des migrants. Beaucoup vivent des situations intenables dans leur propre pays, hein. On peut parler de l'insécurité, du chômage, de manque de perspective, des frustrations. Alors, ces personnes, ils partent. Les personnes qui vivent ces situations intenables partent chercher ailleurs. Et c'est là où la fameuse diarrhée intervient dans l'histoire. Et c'est une métaphore, hein. Oui. Vous l'aurez compris. Non, non, c'est une Vous l'aurez métaphore. compris. Et donc, Ouais. la fameuse diarrhée, elle intervient là pour les migrants, dont personne n'est presque épargné dans le parcours. Certains trouvent des solutions, un accueil, une main tendue qui leur permettent en tout cas de souffler et de se reconstruire dans les pays d'accueil. Et d'autres, malheureusement, n'auront jamais cette chance. Donc, dites-vous bien qu'il y a énormément de personnes voilà, qui sont dans des situations intenables et qui n'arrivent pas à voir le bout du tunnel, même en arrivant dans les pays d'accueil où ils espèrent avoir une vie meilleure. C'est tout le sens de ce livre, aller au-delà des chiffres, des statistiques dont on parlait tout à l'heure, pour montrer les souffrances, mais aussi les moments de respiration, d'humanité et d'espoir. L'espoir est très, très important dans la vie. Et Mhm. c'est ces moments de respiration, d'humanité et d'espoir qui marquent les trajectoires migratoires, qu'ils soient guinéennes ou d'ailleurs africaines, hein. Et je vais passer à la dernière partie de cette présentation. Traditionnellement, à la fin d'une présentation, c'est le public qui, en général, pose des questions, mais certains parmi vous n'ont pas encore lu le livre. Alors, je me suis dit que ce serait beaucoup plus intéressant de commencer par vous poser quelques questions. J'aimerais que ce soit un vrai moment d'échange, qu'on n'a plus beaucoup de temps, que vous puissiez partager vos expériences personnelles ou celles de vos proches, vos réflexions, vos ressentis, parce que vos voix, vos histoires comptent autant que les miennes, en fait. Je vous ai parlé du point de départ, le constat personnel, le constat professionnel que j'ai eu au tout début de cette aventure. Alors, je vais vous poser quelques petites questions
Très simple pour lancer la discussion. On aura 5-10 minutes si vous voulez. Yeah. Et puis après, voilà, on arrêtera là. Et vous voyez dans le slide, vous avez euh, le nom du groupe WhatsApp. Aujourd'hui, on est à 48 membres. Donc, je l'ai nommé trajectoire migratoire. Et puis, tout au milieu, vous avez le QR code, en fait, qui vous permet de commander le livre. Dès que vous scannez avec votre téléphone le QR code, ça vous permet d'ouvrir le formulaire que vous allez remplir. Et si vous êtes intéressé aussi à rejoindre en toi ce groupe ou cette communauté dans laquelle vous avez des parcours riches et variés, des personnes qui sont notamment et plein d'autres qui sont dans, dans cette visio. Et n'hésitez pas. Et puis après, je ne me suis pas présenté parce que dans le livre, j'aime pas trop parler de moi, mais vous avez une petite description en fait de mon parcours. Et puis, vous pouvez aussi je suis déjà connecté avec certains d'entre vous sur LinkedIn. Si vous êtes sur LinkedIn, n'hésitez pas à scanner le QR code qui est tout en haut à droite pour voilà, accéder à mon profil LinkedIn. Et puis après, on m'envoie une invitation pour qu'on voilà, soit connecté. Et voilà, je vais poser les questions. Et puis après, je vous laisse la parole. Si vous êtes intéressé, abonnez, vous êtes libre à intervenir. D'accord? Première question. Quand on dit migration guinéenne, quel est le premier mot ou la première image qui vous vient à l'esprit? Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à lever la main ou à ouvrir votre micro pour intervenir. Je répète la question. Quand on dit migration guinéenne, quel est le premier mot ou la première image qui vous vient à l'esprit? Je peux intervenir, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, Même Ablaï. si je ne suis pas guinéen, mais je suis Oui, le vas-y, voisin avec plaisir. de la Guinée. Oui, Ablaï, on t'écoute. Bon, moi, Sénégalais, qui est voisin de la Guinée, moi, quand on parle de migration guinéenne, souvent, ça me fait penser aux Sénégalais aux Guinéens qui émigrent au Sénégal. Bon, pas en Europe, mais généralement, la migration sud-sud. Voilà. Parce que la migration guinéenne, moi, je constate que c'est plus déployé au niveau africain qu'en Europe. Ce qui m'a vraiment attiré dans cette migration, c'est la possibilité pour les Guinéens qui s'installent au Sénégal notamment de pouvoir réussir, que ça soit sur l'aspect euh, insertion sociale, mais également sur l'aspect insertion professionnelle ou économique, en quelque sorte. Je dirais plus économique. Parce que moi, les Guinéens que je vois qui s'installent au Sénégal, j'en connais beaucoup, ils ont la possibilité ou bien même la résilience de pouvoir réussir économiquement en partant notamment de rien, généralement. Souvent, quand il arrive, il commence par exemple, un petit commerce. Et ce petit commerce-là qui se développe d'année en année et qui parvient à devenir un très grand commerce. Et ça, je pense que cet aspect-là, si les Guinéens parviennent à le réussir en Afrique, et je ne sais pas vous qui êtes spécialiste de la migration guinéenne, notamment en Europe, est-ce que c'est la même possibilité qu'on retrouve en Europe ou bien est-ce que les Guinéens parviennent à s'insérer mieux en Europe qu'en Afrique? Est-ce que les Guinéens et Guinéennes parviennent à réussir économiquement et socialement mieux en Europe qu'en Afrique? C'est la question que je voulais terminer par poser. Merci beaucoup, Ablaï. Et je vois aussi Aïssatou qui répond à la question, qui nous dit c'est la recherche d'opportunités et d'espoir. Et
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir? Ablaye, j'ai compris, si j'ai bien compris. D'après les études que Oui, vous avez eu à mener dans ce domaine, est-ce que j'ai dit, est-ce que la comparaison, si on fait la comparaison entre la migration sud-sud des Guinéens et la migration européenne des Guinéens, voilà, sur le côté insertion sociale et professionnelle, le constat que vous avez fait, est-ce que, parce que moi, je oui, constate que les Guinéens réussissent leur insertion sociale et économique, vraiment, ils réussissent ça en Afrique, oui, surtout au Sénégal que je connais. oui, Après, je sais pas si, d'après les études que oui. d'après les questionnements que vous avez eu à poser, ou bien les études que vous avez eu à faire sur la migration européenne des Guinéens, est-ce que vous avez fait le même constat? Ou bien quel constat avez-vous fait? Voilà. Alors, j'ai pas fait d'études de comparaison, études comparatives en fait sur parce que l'analyse en fait que j'ai faite et l'étude que j'ai faite, c'est vraiment lié à la migration guinéenne qui sont, en tout cas, la migration guinéenne vers l'Europe. Mais le constat, il est clair en fait, et c'est assez évident, comme tu le dis. Il y a beaucoup de Guinéens. D'ailleurs, c'est pas que la Guinée, hein, c'est pas que les Guinéens. Quand on parle de la migration africaine, c'est vraiment intra-africain. Donc, quand on parle de migration, le plus grand flux, c'est de l'Afrique vers l'Europe ou les États-Unis. Alors que non, c'est une toute petite partie qui arrive à partir du continent pour arriver en Europe ou aux États-Unis. Et donc, et quand on regarde en fait les statistiques, la migration, c'est vraiment interne en Afrique. C'est-à-dire, c'est des Guinéens qui partent au Sénégal, comme tu l'as dit, ou des Sénégalais qui partent, je sais pas, au Niger, ou qui partent en Côte d'Ivoire. J'ai du mal à qualifier, même si ça rentre dans cette question migratoire, mais l'idée que j'ai de l'Afrique, surtout des pays ouest africains, on parle de la CEDEAO, et je me dis, un Guinéen qui se déplace pour aller au Sénégal, c'est comme s'il est dans son propre pays, en fait, parce qu'on partage quelque chose qui est très fort historiquement, culturellement et socialement, mais aussi sur le plan politique et juridique ou institutionnel. On a une intégration régionale qu'on partage aujourd'hui. On a la CEDEAO qui nous permet d'avoir cette liberté de circulation en fait, quoi, des biens et des personnes au niveau régional. Pour répondre à ta question, je n'ai pas fait d'études comparatives en termes de stabilité, en termes de réussite en fait, des Guinéens qui sont au Sénégal, mais il est évident, quand on parle de, par exemple, de démarches administratives et juridiques, que j'ai abordé dans le document, un Guinéen qui vient au Sénégal n'aura pas en fait cette difficulté à se faire reconnaître par les autorités, c'est-à-dire à faire des démarches pour avoir un titre de séjour. Ce qui est très Ah, ok. difficile en fait en Europe. Très très difficile parce que en fait le premier défi auquel en tout cas les Guinéens qui arrivent ici font face, c'est vraiment ce périple en fait juridique. Et puis après voilà l'installation, j'ai parlé en fait des choses communes, hein, de l'histoire commune que nous partageons, de la culture. Et il est beaucoup plus facile pour un Guinéen de s'installer au Sénégal, de s'intégrer, de réussir, que ce soit sur le plan social ou professionnel. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, il y a des millions de Guinéens qui vivent au Sénégal. Et tout comme il y a des Sénégalais, même si le nombre n'est pas le même, mais on a aussi beaucoup de Sénégalais qui vivent en Guinée et qui sont comme des Guinéens. Et donc, il faut comprendre qu'il y a d'autres pays aussi comme l'Afrique, d'autres pays en Afrique où il y a les Guinéens, on a les États-Unis et récemment, dans les dernières années, il y a eu énormément de flux migratoires de la Guinée vers les États-Unis. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Et puis après, quand j'aurai peut-être fini de réfléchir à ça, et pourquoi pas peut-être avec toi, on pourra aborder ces questions et pour faire une certaine comparaison. Ablaï, voilà, on a coécrit mon deuxième livre, celui qui vient d'intervenir là, pour ceux qui ne le savent pas. Et il est sénégalais. On a coécrit le livre en 2020, je crois, qui a été publié en 2020. Et c'est d'ailleurs juste après l'apparition de ce deuxième livre qu'on a coécrit que j'ai commencé à réfléchir sur ce livre et j'ai commencé à l'écrire en 2020, celui-ci. Merci pour ta question. Ouais, ouais, je peux? Oui, allez-y, moi je suis Non, libre. mais c'est juste noter que... Allô, je peux?
Oui, Ouais, non, je pense que la question elle est pertinente, mais ce qu'il faut noter, c'est que quand on parle de Guinée, le migrant guinéen, le Guinéen de façon générale, c'est la résilience, c'est sa capacité à commencer très bas avec des petites choses, avoir la patience et la persévérance nécessaires pour pouvoir évoluer. C'est pas toujours donné à tout le monde. Pour ce qui est de la comparaison, je pense que c'est très difficile de faire une comparaison parce que les contextes sont totalement différents. Quand on vient au Sénégal, c'est presque le même biotope. Et on n'est pas confronté au même problème que si on vient en Europe. En Afrique, de façon générale, les Guinéens arrivent comme n'importe qui d'autre. Le plus souvent, ils sont accueillis par le secteur informel. Ils commencent avec les moyens de bord et ils ont la latitude et la possibilité d'avoir des initiatives et de les mettre tranquillement en œuvre. Par contre, quand on arrive en Europe, c'est un contexte totalement différent où le système, l'informel, c'est pas comme en Afrique. Donc ici, presque tout le monde est bouffé. Et voilà, la même sauce. On ne se débrouille pas en France comme on peut se débrouiller au Sénégal. Deuxièmement, les facilités qu'on peut avoir à, à s'installer au Sénégal pour un Guinéen, il n'a pas les mêmes facilités quand il arrive en Occident de façon générale, sans nommer un pays particulier. Donc, la comparaison, c'est très, 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 très difficile de le faire. Par contre, pour ce qui est du potentiel que le Guinéen a à réussir à l'étranger, je pense que selon qu'on soit en Europe ou en Afrique, c'est potentiel. Les Guinéens, ils se distinguent toujours. Je ne sais pas si c'est parce qu'il sait ce qu'il a laissé derrière, et tout le défi qu'il a à relever. Je ne sais pas, c'est parce que lui s'est défini un objectif pour dire je suis disposé à partir de rien, mais j'ai un objectif d'arriver au sommet et que même s'il arrive à un niveau intermédiaire, ça le distingue déjà des autres, j'en sais rien. Mais je tenais juste à souligner la difficulté parce que les contextes sont totalement différents. Il n'est pas établi ici que, en tout cas en France ou en Allemagne ou ailleurs, que les Guinéens peut-être réussissent mieux. Peut-être le mieux, c'est de choisir un domaine. Est-ce que dans le domaine des études, dans le domaine des affaires et tout ça, peut-être si on arrive à cibler un domaine, on verra quel est le pays qui a plus du potentiel ou la facilité d'émerger par rapport à d'autres pays. Mais peut-être que c'est les deux critères que moi je retiens que les Guinéens transportent partout où ils vont aller. C'est la résilience, la persévérance et l'envie de réussir parce que le retour en arrière, c'est pas toujours évident pour lui. Donc il s'est dit, c'est maintenant, c'est là où je suis, c'est là où les choses doivent se mettre en place et c'est là où je dois réussir et l'échec n'est pas permis. Selon qu'on soit au Sénégal ou en Europe, c'est toujours le même esprit, c'est toujours le même état d'esprit. Et ça, souvent, ça fait la différence par rapport à d'autres. merci beaucoup, monsieur Sow, c'est exactement ça, ouais. Merci pour votre rapport et l'intervention. D'accord. Avant d'abord de questions ou de rebondir à ce que tu as dit, premièrement, d'abord, je te félicite d'avoir pris le temps de mettre le paquet dans ce livre. Et pour le moment, je n'ai pas parcouru le livre, mais les grandes lignes que tu as soulignées prouvent franchement ce livre et va donner un impact positif, non simplement à la communauté guinéenne et les autres communautés. Moi, je pense que le titre, c'est juste guinéen, mais nous avons la quasi-totalité les mêmes défis. La trajectoire migratoire des Africains au-delà des chiffres. Parce que vous savez que les médias, ils sont payés pour donner des chiffres, d'accord? Et des fois, les chiffres qu'ils donnent, c'est des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité. Parce que non simplement, il y a des rapports, il y a des projets qui sont là, qui sont financés, les bailleurs attendent quelque chose. Il faut, et, il faut donner des chiffres, même si ça ne correspond pas, et voilà, etc. Parce que c'est quand on parle ici des guidelines que tu as données, et les objectifs,
informer les futurs. La plupart, et les Africains en général, la quasi-totalité des migrants africains en général et des Guinéens en particulier, ils ont des projets migratoires, mais ils n'ont pas les projets de vie. Oui, ils réussissent, mais ça manque beaucoup de choses. Ils utilisent simplement les 1%. Pourquoi? Parce qu'avant de quitter dans les pays d'origine, ils n'arrivent pas à savoir, une fois que j'arrive, je dois me régulariser, je dois faire X, Y, Z. Le parcours migratoire, là, il y a la motivation de réussir, l'autre a quitté, je dois quitter, etc. Mais une fois qu'il arrive, qu'est-ce qu'il attend? Et que le média aussi ne donne pas ne fait pas de success story des migrants et les autres aussi. Et vous êtes dans un pays où tout le monde dit que oui, la migration, on la voit comme négatif. Et tandis que quand nous voyons ce qui se passe chez nous, la causalité, c'est la diaspora, c'est les migrants qui aident. Quand une personne est malade, quand une personne a besoin d'infection, c'est les migrants. En tout cas, ce livre va toucher tout le monde. On ne parle pas simplement des Guinéens, mais quand les gens vont le lire, quand ils ont une bonne réflexe, ça va aller au-delà. Parce que là, ça touche aussi les autorités. Quand vous voyez les autorités, quand un migrant de retour, il veut venir investir, il n'y a pas un accompagnement. Par exemple, au Maroc, ici, il y a des programmes qui ont été mis à la place pour les gens, les Marocains de retour. Ils les aident dans beaucoup de projets pour qu'ils puissent investir, pour qu'ils puissent vraiment avoir tout ce qu'il faut. Vous voyez? Et en tout cas, je vais lire les livres, mais je sais que tu as mis le paquet, d'accord? Et moi, je suis dans les domaines depuis des décennies. Je suis au Maroc, j'accompagne, j'aide, je guide beaucoup de migrants, pas simplement des migrants guinéens, des migrants européens qui arrivent ici, que des migrants africains, etc. Bon, quand je touche un peu la question de Ablaye, par exemple, les pays diffèrent. Vous savez, en Europe, le Sénégal est connu comme un pays sûr, d'accord? Et quand les citoyens sénégalais arrivent, ils ont des difficultés. Parce que non simplement pour la demande d'asile, ça serait des montagnes russes. Il faut fournir beaucoup d'informations et pour que tu puisses se régulariser. D'accord? Et ensuite, la plupart aussi des gens, quand ils quittent, ils sont venus pour les études. À la fin des études, il y a un problème que les gens n'arrivent pas à avoir ces informations-là. Il faut changer le statut étudiant pour que tu puisses se régulariser. Les gens n'ont pas cette information-là. Et dans ce livre, je pense qu'il était lié à toucher cette partie. C'est très, très important. Et quand on fait une petite comparaison, à supposer, par exemple, les Sénégalais, la plupart, au Maroc, ils ont une grande opportunité, mais qui n'utilisent pas cette opportunité-là. Parce qu'au niveau des contrats de travail, au niveau des marchés, au niveau des collaborations avec les autorités, et voilà. Mais c'est un peu ça, je vais m'arrêter ici. Merci. Et peut-être qu'on va organiser beaucoup de physio pour qu'on puisse aller au-delà des livres aussi. Ça va me permettre aussi de parcourir les livres. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Et ce qui a... Vous aviez une question, en tout cas, qui était posée. Exactement, c'est ce que je voulais Voilà, dire en fait. qui est restée. La question, elle est toute simple. Je vois Mokhtar, salut mon cher, salut Barry qui souhaite intervenir. Justement, je reviens sur la question. Quand on dit migration guinéenne, quel est le premier mot ou la première image qui vous vient à l'esprit? C'est la question qui est posée. Je laisse la parole à Saliou, rapidement. Bonsoir à tous. Moi, c'est Salim Mokhtar, citoyen guinéen. Je précise d'abord que la question migratoire m'a jamais tenté en tant que jeune et aujourd'hui, j'ai mes 40 ans, mais je n'ai jamais voulu partir ailleurs. Mais quand on parle de la migration guinéenne, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est à la recherche du bien-être. Et quand le Guinéen te dit qu'il s'en va en aventure, il a un objectif. C'est d'aller chercher cet objectif et parfois de revenir. Certains. Je vais prendre l'exemple d'un de mes oncles, qui est Manso, qui voulait partir aux États-Unis. Quand il a dit à son frère qu'il voulait partir, l'autre a dit non, tu ne peux pas aller, tu n'as qu'une seule main, ce n'est pas possible. Il dit non, laisse-moi te dire, je m'en vais, c'est juste pour 3 ans et je vais revenir. Lorsqu'il est parti,
il dit à son frère, laisse-moi te dire, c'est ma main qui est coupée, c'est pas ma sens et c'est pas ma capacité de réfléchir et de gagner de l'argent. Il est parti, il est revenu après les 3 ans. Il est revenu investir parce qu'il avait un objectif. C'est que quand le Guinéen te dit je m'en vais en aventure, c'est juste parce qu'il a un objectif qu'il a envie d'atteindre et une fois cet objectif atteint, certains reviennent et s'installent en Guinée et essayent de mieux faire les choses qu'avant parce qu'il a acquis une expérience à l'extérieur. J'ai fait ce constat à travers les gens qui partent et qui reviennent et parfois qui réussissent mieux que ceux qui partent pour faire des décennies avant de revenir. Parfois, ils sont coupés des réalités du pays et n'ont plus la possibilité de revenir et de s'intégrer. J'ai eu un grand frère qui est parti faire des études en Norvège. Il a passé plus de 12 ans. Lorsqu'il est revenu pour la toute première fois, il n'a pas pu rester. Il était obligé de repartir parce qu'il a trouvé qu'il était déjà coupé de la famille, les réalités n'étaient plus les mêmes, il avait adopté un autre monde et là, c'était pas facile pour lui de rester, il était obligé de repartir et depuis qu'il est revenu, c'est devenu très compliqué pour lui de revenir à chaque fois que tu pars. Il dit, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de truc, mais moi, je me demande parfois, quand quelqu'un qui quitte la Guinée, par exemple, s'en va et revient dire qu'il n'y a pas de sécurité. Certes, il y a l'insécurité, mais ça, ce n'est pas à un niveau où les gens vont se dire c'est une raison que moi, je ne pourrais pas rester dans le pays parce que, certes, les gens ont envie de partir, ce n'est pas un pays en guerre. Nous n'avons pas de difficultés trop particulières, mais parfois c'est sur des contextes sociaux qui poussent certains à aller, d'autres c'est sur, mais pas de contexte politique ou dire c'est parfois des contextes sociaux et économiques qui poussent les gens à partir. Et là, c'est relativiser sur la migration des Guinéens. Ce que j'ai eu à faire des pays de l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Guinée-Bissau, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, je vois que les gens réussissent bien quand ils sortent et s'ils sont saisis. Et c'est la même chose quand on prend les gens qui quittent les différentes contrées. Vous prenez par exemple un citoyen de Cancan, né à Cancan, grandi là-bas. Il est très difficile pour lui de réussir à Cancan. Vous verrez ceci, il se déplace. Il y a une migration déjà interne qui se fait dans le pays où les gens viennent réussir. Quand je prends par exemple la communauté Peul, qui ne s'investit pas pour la recherche de l'argent parfois au Fouta, que je connais bien, ils viennent dans les autres régions naturelles de la Guinée, dans les autres régions pour se chercher. Et là, même dans des petits villages en Guinée forestière, en Basse-Guinée, vous les verrez, mais ils ont leur petit commerce et avec ce petit commerce, un peu de temps seulement, ça trouve que ces gens-là réussissent parce qu'ils ont déjà un objectif qu'ils s'étaient fixé et ils essayent d'établir des connexions avec d'autres personnes pour pouvoir se faire plus d'affaires. Merci à tous. Merci beaucoup, Saliou Mouktar Bari, et d'avoir répondu à la question et en même temps d'avoir partagé des expériences de tes profs. Et d'ailleurs, c'était la deuxième question en fait que je voulais vous poser. Mais je pense t'as vraiment répondu à la deuxième question que j'avais posée parce que voilà, tu nous as partagé voilà, des expériences que tu as vues dans ton entourage. La question, c'était de savoir justement si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui a tenté l'aventure migratoire. Qu'est-ce qui vous a marqué dans son parcours? Et là, tu viens de nous partager ces expériences et ces histoires. Merci beaucoup. Et c'est très, très important aussi d'avoir un point de vue d'une personne qui, comme tu l'as dit, en fait, n'a jamais été tentée, en tout cas, par la migration.
Et c'est un vrai questionnement aussi, je pense, qu'il faut avoir. Et s'intéresser beaucoup à ceux qui vivent dans le pays, qui construisent leur vie et qui ont un tout autre regard que ceux qui vivent ailleurs et qui partent loin du pays. Merci. Je vais laisser la parole à une toute dernière intervention pour ceux qui n'ont pas pris la parole. S'il y a une personne qui souhaite intervenir avant de clôturer. Je vais t'intervenir si quelqu'un d'autre veut parler. Est-ce que- Sinon, oui. Est-ce j'aurais que- un avis. D'accord. Ouais, Alors, allez-y. s'il y a est-ce quelqu'un qui- est-ce que je regarde juste ceux qui sont connectés? Alors, ok, je vois que personne n'a levé la main. Alors, il y a dans le chat, je regarde juste dans le chat. Je vois Hasmio qui fait signe. Je ne sais pas si... oui, tu veux intervenir, Hasmio, rapidement? Tu peux ouvrir ton micro, vas-y. Hasmio, ton micro est ouvert. Je ne sais pas si on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Hasmio. Je crois que Hasmio a un problème de... Je regarde juste en fait la chat. Oui, alors, je vais lui dire qu'on l'entend pas parce qu'il est dans le chat. Alors, Monsieur So, vous pouvez intervenir rapidement avant de clôture? Non, c'était Avant juste de pour dire, c'est la question, conclure. puisqu'on voit quand on parle d'immigration par rapport au contexte guinéen, évidemment, c'est toujours la quête du bien-être. Mais il faut aussi noter un peu, si on se réfère à l'histoire, le processus, hein. Avant, quand on parlait des migrants, quand parlant de la Guinée vers l'Europe, c'était vraiment une immigration élitiste. On venait pour de la... N'importe qui ne pouvait pas, du jour au lendemain, avoir pour objectif de venir en Europe. C'était pour venir faire des études ou en tout cas des familles, des membres de familles ici, de familles politiques qui se retrouvaient en Europe. C'était ce qu'ils appelaient vraiment une sorte de départ, mais des gens qui ne sont pas, entre guillemets, n'importe qui en Guinée. Et l'autre immigration des masses qui concerne la sous-région, l'Afrique en général. Ça, c'est le Guinée lambda. Progressivement, maintenant, avec la mondialisation, l'ouverture du monde et la complexification des problèmes, finalement, n'importe qui, entre guillemets, peut se lever du jour au lendemain et avoir pour objectif, non pas de venir au Sénégal, mais de venir en Europe. Et c'est comme ça qu'ils ont ouvert beaucoup de chemins pour accéder à leur objectif. Et donc, qu'est-ce qu'on voit quand on parle de l'immigration en Guinée? Je vois vraiment sous l'angle économique, je vois sous l'angle politique et parfois sous l'angle individuel, social, parce qu'il y a beaucoup de pression chez nous, hein, qui fait que, au-delà de la personne elle-même, un projet de migration, d'immigration ne vient pas souvent d'une seule personne. Donc, il y a la famille. Il y a aussi, par rapport au contexte de la Guinée, particulièrement l'aspect géographique. Je pense que on dira que toutes les régions naturelles de la Guinée fournissent des candidats à l'immigration, mais la moyenne Guinée, depuis toujours, c'est aussi lié à l'histoire, hein. Peut-être qu'on est des nomades par excellence, mais quand on parle de l'immigration, la première région qu'on voit, c'est la moyenne Guinée. Moi, je parle des statistiques, mais c'est très perceptible. Vu de l'Occident, quand on parle de l'immigration, quand on parle de la Guinée qui n'a jamais connu la guerre, on pense que c'est des migrants économiques, ce qui pose aussi des problèmes dans les pays d'accueil pour l'obtention des papiers et autres. Oui. Là, avant de terminer, juste parce que vous êtes en train de clôturer, moi j'ai dit que ce livre pouvait être un outil de dialogue entre l'Afrique, entre la Guinée pour être plus précis, et l'Occident, parce que la problématique de l'immigration guinéenne, c'est partout en Europe on en parle. Et même les pays en guerre, la Guinée rivalise même les pays en guerre. Donc, vu de l'Occident et vu en tenant compte du contexte guinéen, il pouvait servir avec l'OIM, avec les autorités guinéennes qui ont un ministère chargé des Guinéens de l'étranger et tout. Qu'est-ce que vous envisagez
par rapport à cela pour que ce n'est pas une présentation de ce type, mais vraiment de façon officielle, de façon solennelle que ça se passe en Guinée avec des intervenants, avec divers intervenants qui permet, qui ouvre, qui favorise le dialogue entre les pays d'accueil et la Guinée, qui est vraiment un pays où les candidats sont très nombreux. Et rien que les statistiques en France, on prouve que la Guinée, si ce n'est pas souvent, c'est en tête des listes pour pourvoyeur des migrants. Donc, c'est la recherche, d'après votre compte rendu, vous avez fait un excellent travail, un travail fouillé, avec des statistiques, avec beaucoup d'angles d'analyse économique, politique et sociale. Si tout cela est partagé de façon aussi officielle pour que les politiques donnent leur avis, les acteurs économiques donnent leur avis, au niveau des pays d'accueil aussi, que eux, ils donnent leur avis, comment ils perçoivent la chose, au final, on pourrait retenir quelque chose qui pourrait être utile aussi bien pour les pays de départ que pour les pays d'accueil. Merci beaucoup, Monsieur So. Justement, sur les chiffres, vous avez bien raison en fait de souligner ça, parce que j'essaie en fait de présenter les chiffres en France et vous les voyez sur le slide. Et donc, c'est ce que je disais, peut-être la Guinée figure toujours en premier, au-delà de la liste en fait des rapports institutionnels ou associatifs qui sont publiés chaque année. Et donc, on est toujours au top, dans le top 5, si ce n'est voilà, le premier. Et comme vous l'avez dit aussi, le livre, en tout cas, je traite cette question en fait de catégorie de migration que nous avons. Et comme vous l'avez dit justement avant, c'était vraiment la migration des compétences et qui était beaucoup plus connue et cadrée et qui était facile aussi à gérer. Depuis plusieurs années, on fait face à tout ce qui est migration, survie, parce que voilà, le contexte guinéen et les défis qu'on a abordés. Voilà, tout est, en tout cas, tout est dans le livre. Je vous invite à prendre connaissance du contenu du livre. Et merci aussi pour la proposition de se mettre en lien avec, pourquoi pas, en fait, des acteurs institutionnels ou associatifs en Guinée. Et parce qu'en fait, le livre, il s'adresse à tout le monde, à tous les acteurs, que ce soit les autorités, les acteurs institutionnels. Et donc, le dernier chapitre, d'ailleurs, traite vraiment les perspectives de la migration guinéenne, d'apporter un certain nombre de solutions et quelques propositions qui pourraient améliorer, nourrir le débat et modestement, pourquoi pas, changer les choses de façon positive. Alors, Asmi voulait intervenir, malheureusement, il n'a pas pu. On va s'arrêter là aujourd'hui. Et tous ceux qui sont intéressés peuvent scanner le QR code que vous voyez à l'écran et pour commander le livre, mais aussi pour intégrer le groupe WhatsApp. Et puis tout en haut à droite, vous avez aussi le QR code pour voilà, se connecter à mon profil sur LinkedIn si vous avez envie de communiquer avec moi sur le plan professionnel. Et merci beaucoup. Je ne me suis pas présenté, mais voilà, vous l'aurez compris, je suis juriste. Merci à toutes et à tous. Oui, je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait intervenir. Je n'arrive pas à lever la main. Ah, Voilà. c'est tout. Allez, vas-y. Désolé. Oui. Merci beaucoup pour cette belle présentation, voilà, de votre ouvrage. C'était vraiment très enrichissant et inspirant. Félicitations pour ce travail aussi remarquable. Merci beaucoup, c'est tout. Merci. Merci à Asmi aussi et à Christelle qui nous a écrit. Merci à Blay. Merci à, voilà, à Monsieur So, voilà, à Madame Diallo, Monsieur Bayero Diallo, Boubacar. Merci Christelle, merci Salou, merci à tous les autres. On reste en contact et au plaisir d'en échanger davantage, que ce soit dans le groupe ou ailleurs. Au revoir. Au revoir.